Merci à tous pour votre présence. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'automobile et de la dimension servicielle de l'automobile. Mais avant tout, on tient aussi à remercier l'équipe communication pour l'organisation de cet événement, ainsi que les chers intervenants pour leur présence et la disponibilité pour répondre à ce sujet qui nous intéresse tous. Et aujourd'hui, le thème de ce BIG, c'est le progrès. Et c'est un sujet auquel on tient beaucoup, comme cette chère industrie automobile. Et c'est pour cette raison que chez BPI France, en fait, on mène des projets qui s'appellent en fait les projets de matrice demain, où on a eu l'opportunité de interviewer en fait la filière automobile sur ce sujet d'avenir qui est la dimension servicielle, ou plutôt la révolution servicielle. Et pour clôturer cet exercice, aujourd'hui, on a nos chers intervenants qui vont essayer de vous expliquer ce que c'est que cette révolution servicielle, comment elle est censée changer notre manière de consommer en fait l'automobile. Et donc sans tarder, on passe à la présentation des intervenants. Pour vous présenter nos intervenants, nous avons aujourd'hui Ahmed Soumar, qui est CEO et cofondateur de Link by Car. Nous avons également Charles Martinet, qui est directeur automobile et mobilité chez KPMG, qui a notamment réalisé une étude sur la monétisation des données automobiles. Nous avons également Claire Allôme, Head of Business Solutions and Services chez Mobilisite, qui est la BU Data de Stellantis. Et enfin, nous avons Nicolas Maresco, directeur adjoint à la Massif, et également président de différents clubs de travail chez France Assureur sur le sujet. Pour vous présenter comment cette table ronde va se dérouler, on va avoir trois parties. Une première, une petite introduction au sujet pour vous expliquer c'est quoi les services dans l'automobile, c'est quoi la donnée automobile. Ensuite, assez rapidement, on partira sur les cas d'usage. Quels nouveaux services on peut proposer grâce à la data dans l'automobile. Et enfin, pour élargir le sujet, on parlera de les défis, les challenges à relever pour amener à cette révolution du service. Et donc, sans plus attendre pour commencer, je propose à Charles de commencer pour vous présenter un peu le sujet et les différentes notions qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup Guillaume. Donc le sujet, la data automobile, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement lorsque vous conduisez un véhicule, vous générez de l'information, vous générez de la donnée. Cette donnée, elle est mesurée, elle est capturée, elle est analysée, elle est transmise. Et c'est ce qui va permettre de mieux comprendre le besoin du conducteur et le besoin aussi d'autres acteurs de la chaîne de valeur qui tournent autour du véhicule. De créer des services qui viennent répondre à ce besoin et éventuellement de les monétiser, ces services. Dans un environnement qui change en continu, puisque vous avez une réglementation qui change, de la technologie qui évolue et une demande qui évolue aussi en fonction de ça. Donc l'idée, c'est que la donnée, elle est plurielle, elle est très variée. Il y a la donnée du conducteur, son âge, ses habitudes de consommation, la donnée du véhicule, son état par exemple, et la donnée de l'environnement, la météo par exemple. Et en fonction de toutes ces données-là, il va falloir réussir à mesurer à un rythme parfois, on va dire, statique, assez lent, des données qui sont mesurées une fois par mois, ou un rythme beaucoup plus dynamique, toutes les secondes parfois, pour certains besoins qu'il faut mesurer de manière fréquente pour mieux y répondre. Cette mesure aussi, elle peut être fragmentée ou elle peut être agrégée. On le fait par individu, comme lorsque vous êtes sur Instagram et que vous avez un flux qui est personnalisé en fonction de vos besoins à vous, ou agrégé en fonction de la population à laquelle vous faites partie et qui va permettre d'analyser, encore une fois, statistiquement, la réponse à apporter à un besoin. Toute cette technologie, elle évolue beaucoup, je le disais. Dans la mesure, et vous pouvez projeter s'il vous plaît à l'écran, dans la mesure, on va voir qu'il y a différentes technologies qui se mettent en place. Des capteurs qui sont de plus en plus présents sur une grande partie des véhicules, qui sont de plus en plus nombreux, qui mesurent de plus en plus vite l'environnement du véhicule et les différentes natures de données que je mentionnais. Aussi, différentes technologies qui vont permettre de la transmettre de plus en plus vite, cette information et ces analyses.
grosso modo, la 5G, la Wi-Fi, le V2X, donc Vehicle to Everything, pour permettre aux véhicules de communiquer avec d'autres véhicules, de communiquer avec des infrastructures, et ça, encore une fois, à un rythme très élevé. Et enfin, toute l'analyse qui va être faite de cette donnée, le calcul qui va être fait autour de cette donnée et qui va permettre de l'interpréter, cette donnée. Autour de cette technologie, vous avez aussi un écosystème, finalement, d'acteurs différents qui vont pouvoir en bénéficier. Donc, c'est toute la chaîne de valeur automobile. Je vais zoomer sur 4 typologies d'acteurs. Le régulateur, en premier lieu, qui est chargé de protéger l'utilisateur final. On comprend bien que c'est des sujets qui sont très sensibles. C'est aussi la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il est à 100 à l'heure dans une auto. Vous avez le constructeur. Le constructeur, lui, il maîtrise le véhicule. On a Claire qui représente le constructeur aujourd'hui. Il maîtrise le véhicule. Il est chargé aussi de la sécurité de l'utilisateur. Et il a un accès privilégié aux données, puisque, grosso modo, elles sont générées par ce véhicule. Vous avez les fournisseurs de software et les fournisseurs de manière générale, les acteurs de la tech aussi. Ça peut être des fournisseurs de hardware, donc tous les systèmes qui sont au sein du véhicule, et des fournisseurs de systèmes et de software. Là, on a Ahmed qui est avec nous aussi. Vous avez tout un tas de startups qui permettent de développer toutes ces innovations. On peut en citer plein, mais l'idée aussi est des startups qui vont aider à structurer cette donnée, à la standardiser et à la rendre accessible à d'autres typologies d'acteurs. Et là, je pense aux acteurs aval de la chaîne de valeur. Les loueurs de voitures, les réparateurs de voitures, les acteurs financiers, les acteurs de l'assurance comme Nicolas. Tous ces gens-là, ils ont un accès qui est moins direct à la donnée en général. Et ils doivent trouver des intermédiaires, que ça soit via le port OBD, que ça soit via ces acteurs intermédiaires pour pouvoir l'avoir et créer des services qui vont venir adresser les besoins des utilisateurs. Et enfin, je le disais, vous avez la réglementation. Et cette réglementation, elle évolue. Le dernier texte en date, c'est le Data Act, qui va permettre de contrôler l'usage des objets connectés et des données qui en sortent. Et on voit que petit à petit, ça structure les choses, mais que ça doit encore continuer de se mettre en place pour permettre aux utilisateurs finaux d'avoir accès à de la donnée de première qualité et à des services de meilleure qualité au meilleur prix. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont en fait les technologies permettant d'arriver à ce niveau de service en fait dans l'automobile. Aujourd'hui, on voit que on a des architectures qui arrivent en fait sur ce véhicule, mais quels sont tous les points qu'il faut débloquer pour mettre sur le marché une offre de service beaucoup plus importante. Grosso modo, on peut revenir éventuellement sur cette page. Je disais, il y a tout un tas de technologies qui sont soit déjà présentes sur le véhicule, soit qui vont se développer, qui sont en test aujourd'hui et qui vont se développer dans les prochaines années. On le disait, au niveau des capteurs, il y a des choses très simples qui sont en place aujourd'hui. S'il pleut autour de moi, j'ai des capteurs sur mon pare-brise, on va sentir qu'il pleut, donc les essuie-glaces vont se mettre en place. Si je rentre dans un tunnel et que, grosso modo, il fait sombre, mon véhicule va le capter, il va allumer les phares. Tout ça, c'est très facile. Après, on a d'autres problématiques qui sont plus complexes. On le disait dans les modes de mesure de l'information, encore une fois, une caméra en 3D, un lidar, un radar, qui ont toutes des technologies spécifiques et qui vont toutes être capables de capter des informations spécifiques dans l'environnement. Ça, c'est des choses qui commencent à se mettre en place, mais encore une fois, qui sont présents sur des véhicules nouveaux, qui sont assez peu présents sur les véhicules du parc. Et par conséquent, tous les véhicules d'occasion, etc., ils ne sont pas capables aujourd'hui d'aller capter cette information, d'aller l'analyser, d'aller la retransmettre. Et donc, ça va mettre du temps encore à ce que cette technologie se répande et tienne son plein potentiel pour générer des services associés. Merci pour cette introduction. Je pense que pour que ce soit maintenant concret, on va parler des cas d'usage, de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cette donnée automobile et pourquoi on parle de révolution. Et donc je laisse la parole à Claire qui peut déjà nous présenter la Mobilisight
et puis leur point de vue sur le sujet. Ça marche. Merci pour cette introduction. Donc, Mobilisites, on est une filiale de Stellantis, que vous connaissez sans doute, donc en constructeur automobile. Donc on fait partie de Stellantis, on est une entité quand même qui se veut assez indépendante et séparée pour des questions d'agilité notamment et de service. On est en fait, je dirais, le portail unique d'accès à toutes les datas connectées de tous les véhicules Stellantis, donc c'est 14 marques. L'idée est justement de pouvoir, je dirais, simplifier d'un point de vue technologique l'accès à la donnée de tous ces véhicules, de toutes ces marques différentes, et aussi de la facilité et d'un point de vue économique aussi pour les tiers. Donc plutôt que de voir contacter chaque marque avec toutes les différentes technologies sur tous les différents véhicules, l'idée c'est de pouvoir le livrer par une API, par Mobilisites. On est exclusivement de notre côté dans le B2B, même si c'est beaucoup de B2B2C, B2B2B, B2B2G, B2G, enfin oui, uniquement du B2B, du B2G aussi. Enfin bref, vous l'aurez compris, nos clients ne sont pas l'utilisateur, le conducteur final, mais ce sont des entreprises comme Link by Car, ce sont des grands loueurs, ce sont beaucoup de ce qu'on appelle des TSP, des Telematics Service Providers, donc ce sont des sociétés de télématique qui, eux, ont plusieurs moyens d'obtenir de la data de véhicule, soit de la data native, ce qu'on appelle native, donc la data qui vient du véhicule directement, ou par d'autres devices télématiques tels que ceux qu'on peut utiliser dans les ports OBD, etc. Et puis donc plein d'acteurs, que ce soit des startups par exemple qui travaillent sur des cas d'usage très définis, parfois même très spécifiques, ou voilà des leasers, des loueurs qui ont évidemment des grands parcs de véhicules, notamment connectés, parce que du coup là c'est vrai qu'on est sur des véhicules qui sont plus récents, et des assureurs, et voilà. Donc nous, juste pour un peu focaliser le scope, vous remarquerez que je fais un franglais terrible parce que je travaille en France depuis peu, donc vous m'excuserez. On a surtout, en fait, ce qu'on fait chez Mobilisites, c'est l'accès à la donnée brute principalement. Il y a un petit peu de pré-processing, mais c'est surtout l'accès à la donnée brute. Ce ne sont pas des services derrière tels que du fleet management ou du software, etc. Ça, ce sont nos clients éventuellement qui le fournissent, et où ça peut être par Stellantis et l'entité Free2Move que vous connaissez peut-être aussi, qui du coup est un client en fait de Mobilisites. Nous, c'est vraiment l'accès à la donnée brute qui ensuite va être utilisée de manière très très différente, très variée, donc plein de cas d'usage. On parlera des exemples plus spécifiques qui vont utiliser cette donnée brute. Ça peut partir de quelque chose d'assez basique, l'odomètre, le kilométrage du véhicule, peut-être même pas en temps réel, peut-être même juste une fois par mois, parce que c'est déjà une donnée qui est très très utile pour un leaser ou un loueur par exemple, jusqu'à évidemment des cas d'usage où d'un point de vue technologique et d'un point de vue data, on est sur des choses beaucoup plus complexes. Je pense par exemple notamment dans les sinistres automobiles, dans les datas d'impact, où là on est on est dans une granularité mais beaucoup plus que par seconde. On est sur peut-être des centaines ou 400 fois par seconde, donc on est sur vraiment de la data qui a beaucoup de granularité, qui va permettre dans ce cas-là par exemple d'essayer de reconstruire un accident, de comprendre tout simplement à qui la faute, et tous ces types de choses là. Je vais m'arrêter là pour l'instant, on va peut-être pouvoir partir sur des cas d'usage plus spécifiques ou donner des exemples. Je pense, Ahmed, si tu veux nous expliquer, vous en tant que client de data automobile, qu'est-ce que vous en faites de cette donnée chez Link by Car, et voilà, quel service vous pouvez proposer grâce à cela? Je pense que c'est la question qu'attend un peu tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on en fait cette data, et bien sûr, quel cas d'usage.
Moi, donc, je suis chez Link by Car, nous on travaille beaucoup avec Mobilisite et surtout, donc, notamment dans l'exploitation de ces données. Il y a de l'exploitation, mais surtout une exploitation intelligente. C'est comment finalement on peut les permettre d'avoir vraiment du service et de la valeur ajoutée pour le conducteur final au jour le jour. Et là-dessus, nous, on travaille sur de l'enrichissement de données. Donc, notamment, on va développer des modèles d'apprentissage. On fait de l'apprentissage non supervisé et supervisé, donc un peu plus en profondeur. Mais concrètement, on va servir des services de clients comme la Massif, par exemple, des clients assureurs, par exemple, ou des loueurs. Et là, on va leur apporter de la valeur. À partir de cette donnée-là, en fait, on va traiter l'information qui nous est fournie par Mobilisite, typiquement. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, cette donnée-là, on peut tirer énormément de valeur en la traitant, en l'enrichissant avec d'autres facteurs, comme la météo, comme je veux savoir, par exemple, quel est le facteur risque d'accident sur un tronçon de route par rapport à la météo et par rapport au type de conduite que j'ai sur ce véhicule-là et sur ce comportement de conducteur. Et donc là, on va faire du risque et on va sortir des choses comme par exemple du score assurantiel sur du Pay How You Drive. Donc là, on parle de comportement de conduite. On va faire aussi des choses assez basiques, comme aujourd'hui, on a beaucoup d'assureurs qui se lancent sur l'assurance au kilomètre, par exemple. Donc on va aller enrichir et traiter ces données pour fournir non seulement les données d'assurance au kilomètre, mais aussi fournir des informations qui sont liées, par exemple, au kilométrage, anticiper quel sera le nombre de kilomètres réalisés à l'année par ce véhicule, au mois, au trimestre, au semestre. Et puis finalement, il y a des choses qui sont aussi très poussées, comme use case, sur lesquelles nous, on va se lancer. Par exemple, sur la maintenance connectée. Aujourd'hui, comment on va être en capacité d'utiliser la donnée d'un véhicule pour fournir un système de diagnostic à distance. Je suis loueur, par exemple, je loue un véhicule qui est à l'autre bout de la France, et puis j'ai besoin de savoir finalement qu'est-ce qu'il en fait, ce véhicule, et quel usage il a, et quel impact ça a sur la santé de mon véhicule, que je vais récupérer dans 3, 6, 12 ou 36 mois. Et donc, nous, on va diagnostiquer les informations, on va faire donc du traitement par rapport au comportement et on va sortir des scorings, on va sortir de l'évaluation du conducteur et on va sortir également des impacts sur le type de conduite sur ce véhicule-là. Et il y a des cas d'usage qui vont aussi très très loin, sur lesquels on travaille là, c'est plutôt de l'ordre de la recherche et développement. Typiquement, on parle de, par exemple, identifier les moments de vie. Pour un assureur comme la Massif, c'est hyper important. Comment je peux savoir demain qu'un couple va avoir un enfant, par exemple ? On pourrait utiliser des données comme par exemple les données de capteurs qui se trouvent sur les ceintures de sécurité. On ne sait pas pertinemment qu'aujourd'hui, on va mettre un siège bébé, qu'on est en capacité de détecter donc, la présence au niveau de ces sièges arrière, donc normalement d'un siège à partir des informations remontées par les capteurs. Et là, typiquement, c'est une information très utile pour un assureur comme Massif parce qu'ils vont être en capacité de dire « Ok, j'ai un couple qui est soit en projet d'avoir un enfant ou en a un potentiellement ». Et donc là, forcément, je peux vendre d'autres produits d'assurance, de l'assurance complémentaire avec des produits spécifiques et donc vraiment faire du sur-mesure. Donc le véhicule, il ne faut pas l'identifier uniquement comme un moyen de conduite aujourd'hui finalement. Il faut vous dire que vous allez aujourd'hui sur Internet via un navigateur, et bien dites-vous que le véhicule, c'est le navigateur du monde réel que vous utilisez au jour le jour. Merci beaucoup. Et je pense qu'on passera donc à la question concernant le point de vue assureur. Donc, Nicolas, si vous pouvez nous dire quelles sont vos attentes en tant qu'assureur, comment vous voyez ce sujet de données et surtout, donc, quel type de cas d'usage on peut attendre des données du véhicule. Qui, parmi vous, a le permis de conduire ? Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez eu un petit bout de papier rose ? On a interrogé les jeunes conducteurs, conductrices, et ils ont peur. Parce qu'avant, il y avait papa-maman, il y avait le monitrice ou le moniteur d'auto-école, sauf que maintenant, ils se retrouvent lâchés tout seuls dans la pampa. Et à titre personnel, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, j'étais pas fier. Et donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Alors, soit ils ont la voiture des parents, qui est moderne, qui est super connectée, un Peugeot Rifter ou autre chez Stellantis, ou bien ils ont un vieux tromblon. Et donc, effectivement, on peut se dire, il y a peut-être un port OBD sur lequel je pourrais aller, voire même c'est encore plus pire. Et là, il reste une autre technologie dont on n'a pas encore parlé, qui est le téléphone. Donc il y a aussi l'interaction. À la fois, l'enjeu, c'est que comment demain on va pouvoir, ou dès aujourd'hui par rapport aux véhicules connectés, on peut accéder à ces informations et faire des services, comme tu disais, sur tiens, je peux détecter plus précisément que Météo France qu'il pleut localement.
ou bien des questions de flotte par rapport à ça, sans jeu de mots. Donc cet enjeu, c'est comment est-ce qu'on a fait? Donc, on parlait de monétisation, et la difficulté, c'est que vous avez des pays comme l'Italie, par exemple, où les écarts de tarification sont très importants, par exemple entre le nord et le sud. Donc si vous voulez vous assurer avec un véhicule, alors pas un Stellantis, on va prendre une grosse véhicule, Audi par exemple, ça va potentiellement, si vous n'êtes pas avec un véhicule connecté, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Sauf qu'en France, grâce à des startups comme la Massif, une jeune startup de 60 ans, le marché a été complètement très compétitif. Et donc les prix sont très tirés. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher une marge pour payer le dispositif, que ce soit un port OBD ou le traitement de la donnée, les télécommunications. Donc, mais l'enjeu numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme service. Et donc c'est pour ça que, en complément d'autres acteurs qui font de l'assurance où votre prime, votre cotisation va dépendre de votre comportement de conduite, on s'est dit non, l'enjeu c'est la prévention, l'ambition c'est 0 mort sur la route, et donc comment on peut accompagner des jeunes conducteurs et des jeunes conductrices avec des conseils de prévention en fonction de leur comportement de conduite. Et en complément, alors il y a depuis 2018 le e-call. Le e-call, vous savez pas, parce que quelque chose qui va permettre de détecter automatiquement un accident, ou voire de pouvoir déclencher une alerte et contacter un assisteur. Et donc nous, on a fait la même chose avec un bouton en lien avec votre téléphone que vous pouvez mettre sur le véhicule pour détecter ou faire appel au problème. Et bien sûr, on ne pense pas uniquement aux voitures, on pense aussi aux motos, et c'est pour ça qu'on a également, en lien avec une autre start-up, parce que c'est important les start-up, un dispositif. Si jamais vous avez une chute, l'assisteur va vous appeler. Donc peut-être que c'était rien, vous avez laissé tomber votre téléphone ou autre, ou bien vraiment vous êtes tombé, personne ne répond. À ce moment-là, en fonction de la géolocalisation, on pourra vous envoyer les secours. Donc l'enjeu, c'est vraiment de partir des besoins, et comme on s'adresse à toute la population, à la fois bien sûr de préparer l'avenir, les véhicules connectés, avec les fournisseurs, avec les startups, mais également d'avoir des dispositifs en attendant qui permettent de répondre à des besoins pour tout le monde. Donc pour enchaîner, Charles, je ne sais pas si tu peux nous parler des autres cas d'usage, justement, pour compléter cette analyse. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre de manière générale, et pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, c'est que ces cas d'usage, il y en a plein. Il y en a plein qui sont plus ou moins innovants, il y en a plein qui ont plus ou moins de potentiel. De manière générale, comment est-ce qu'on estime le potentiel d'un cas d'usage? On se dit, est-ce que déjà il y a possibilité de créer de la valeur? Créer de la valeur pas juste pour un individu, mais de manière significative sur le marché. Ça veut dire quoi, créer de la valeur? Ça veut dire avoir une taille de marché suffisante en termes de volume. Ça veut dire que lorsque je développe ce cas d'usage, je suis différenciant par rapport à mes concurrents. Je crée de la rétention aussi auprès de mes utilisateurs. Ça veut dire que je suis capable de générer un revenu ou une marge par utilisateur. Peut-être de réduire des coûts, peut-être de réduire mes émissions de CO2. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont pousser vers le développement de certains cas d'usage. Il faut aussi que ce cas d'usage il soit accessible. De là d'où je pars, c'est une notion qui est subjective parce qu'elle dépend d'un acteur ou d'un autre. Est-ce que ça va me demander beaucoup d'investissement d'y arriver? De temps? Est-ce qu'il y a des blocages techniques significatifs? Est-ce qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas? Et est-ce qu'enfin, il y a des accélérateurs qui me permettent d'y arriver plus vite? De la croissance externe, du partenariat, etc., etc. Au final, vous voyez ici une tentative de mapping de ces différents cas d'usage avec l'attractivité et l'accessibilité. En haut à droite, disons que ce sont les choses qui sont les plus développées aujourd'hui et le plus susceptibles de créer de la valeur à l'échelle d'un marché au global. Je vais vous prendre quelques exemples concrets que j'aime bien. Le over-the-air, donc on n'en a pas encore parlé, mais le over-the-air, c'est la capacité, un peu comme avec votre téléphone, de mettre à jour un véhicule à distance. C'est ce que les constructeurs font tous les jours avec vos voitures. Le over-the-air, ça peut avoir des côtés assez intéressants d'un point de vue business. Si on prend un exemple que j'aime bien parce que ça a été un échec, c'est le siège chauffant. Le siège chauffant, c'est quelque chose qui a été développé par BMW. Alors quand je dis le siège chauffant, je ne parle pas juste de faire chauffer le siège, je parle de l'idée que sur certains modèles, il est inclus systématiquement le siège chauffant. Mais pour l'activer, il faut que vous passiez par un abonnement ou un pay-per-use pour dire finalement, à partir d'aujourd'hui, je vais une semaine au ski, je veux que mon siège chauffe. Ça paraît pas mal parce que finalement, pour le constructeur,
systématiquement, il a le hardware qui est intégré au sein du siège. Ça peut systématiquement chauffer. Il va en acheter un petit peu plus, il va faire des économies d'échelle, la production sera plus simple, plein d'avantages. Pour l'utilisateur, ça peut être chouette aussi. Il se dit, je ne paye que ce que j'utilise, comme pour l'assurance, et ça peut être assez sympa. Pourquoi payer le reste? Pourquoi payer le reste du temps? Ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Simplement parce que l'utilisateur, il se dit, mince, mon siège il chauffe, j'ai déjà payé l'auto, elle fonctionne, elle est capable de tout me délivrer, mais en plus, il faudrait que je repaye pour avoir accès à ça? Non, ça n'a pas marché. D'autres exemples du même acabit sur Mercedes où vous pouvez avoir un boost de puissance de 80 chevaux en plus pour que votre voiture elle soit plus puissante quand vous en avez besoin, pendant une semaine, pendant une année, que sais-je. Ça fonctionne pour le coup. Et après, vous avez le in-car payment. Le in-car payment, c'est un peu comme aujourd'hui les jeunes qui ont systématiquement leur carte de crédit dans leur téléphone. Là, c'est pareil, sauf que c'est la voiture. La voiture, elle peut payer pour vous. Alors, vous connaissez le télépéage déjà, mais elle peut le faire aussi pour prendre du carburant, pour le parking, pour vous commander un café, pour la customiser, comme on vient de dire. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se généraliser et on voit que si à chacune des transactions, il y a un fee qui est capturé par les différents acteurs qui interviennent là-dedans, ça peut être quand même quelque chose d'assez significatif. Merci. Alors, un point à souligner, c'est que c'est quand même des sujets qui sont relativement nouveaux. On n'a pas forcément de business model ou de choses unifiées entre les acteurs. Et moi, j'ai une question pour Claire, en fait, entre les acteurs automobiles. Quelles sont un peu les différentes approches de la donnée? Parce qu'on a énormément d'annonces d'acteurs automobiles qui veulent devenir des software compagnies, vendre de la data. Mais concrètement, en fait, quels sont les chemins que les différents constructeurs prennent pour aller vers ce sujet? Oui, c'est une bonne question. Et c'est là, je pense qu'on a, on a deux... c'est relativement nouveau, oui, et oui dans le sens où on en est vraiment au tout début du potentiel, pas seulement en termes de use case, mais d'un point de vue technologique, d'un point de vue des coûts. Des cost to serve et du coup des coûts pour les clients, que ce soit des clients B2B ou les clients finaux, etc. Ceci dit, d'un point de vue technologique, des data, des véhicules, ça fait quand même un bout de temps qu'il y en a, etc. Mais il y a ce côté nouveau-là, et puis de l'autre côté, il y a la révolution. La révolution, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas juste technologique, elle est aussi évidemment au sein justement des constructeurs. C'est une grosse révolution quand même de passer à une entreprise qui construit des véhicules, à une entreprise qui fait en fait du software, de la data, etc. Et c'est là où on voit en effet, c'est vrai, des stratégies. Alors de manière globale, ça c'est... je pense, je veux dire, un trend qu'on voit partout, et notamment, il y a aussi d'autres raisons, par exemple l'électrification, etc., qui vont pousser tout ce côté de connectivité et d'SDV, de software defined vehicle, etc., en avant. Mais c'est vrai qu'après, les stratégies, les approches sont différentes. Alors, il y a quelques années, on était encore sur... c'était encore plus, je dirais, différent parmi tous les OEM. Donc on avait donc les constructeurs, les OEM. On avait le constructeur qui disait j'ai de la data, je vais la vendre à n'importe qui, comme on dit en anglais, au highest bidder, à la personne qui va payer le plus cher. On avait d'autres constructeurs qui disaient oh là là, je sens que la data c'est le truc le plus cher que j'ai, c'est le truc le plus important. Je vais le donner à personne, je ne sais pas trop quoi en faire, mais je pense qu'il faut que je garde. On avait d'autres constructeurs un peu... je vais commencer à peut-être faire un petit peu avec un petit peu de B2B, ou alors juste pour le côté B2C. Donc, vous avez, je pense, ceux d'entre vous avec des véhicules, pour beaucoup, une appli connectée, où vous avez quelques services. Vous voyez déjà de la data. Si vous avez des véhicules électriques, hybrides, vous voyez des choses comme les taux de charge, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu des approches très différentes. Ça commence un petit peu à se solidifier. On voit chez Stellantis, chez Renault, par exemple aussi avec Mobilize, où là, voilà, on a concrètement quand même beaucoup de business qui commencent à s'implanter là. Évidemment, d'un point de vue stratégique pour les constructeurs, c'est hyper important. Mais ça reste un petit peu le futur en termes de
contribution de revenus totale pour le constructeur. Donc, bon, pour les constructeurs, c'est vrai que c'est une vraie. Je pense que le mot révolution est adéquat. Et du coup, il y a ça aussi qui, en un sens, ralentit, je dirais, les progrès technologiques. Mais ça, c'est comme tout. Et on parle souvent de la réglementation, on parle souvent de l'environnement, des structures. Enfin, il y a plein de choses. C'est dans un sens rarement la technologie qui est en retard. Mais donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça évolue. Chez Stellantis, par exemple, il y a vraiment eu la création de Mobilicide, c'était il y a que 2 ans. Donc on est vraiment, je dirais, une start-up dans le grand groupe. Donc on voit déjà que c'est quand même très récent. Cette volonté de vouloir isoler cette partie, cette BU data, pour vraiment, entre guillemets, lui donner des ailes et pouvoir poursuivre plein de cas d'usage et plus de business. Donc, affaire à suivre, je dirais, d'un point de vue constructeur. Certainement, il y a une grosse accélération. Mais évidemment, ça va de pair avec la construction de véhicules connectés. Donc on en revient, mais ça c'est un point important. Aujourd'hui, je vois chez Stellantis par exemple, tous les véhicules utilitaires à partir de 2024, 100% sont connectables, connectés, etc. Donc on commence à avoir quand même des masses critiques qui vont être intéressantes dans certains marchés, dont par exemple les loueurs, les leasers, on est sur des véhicules plus récents. C'est évident que dans l'assurance individuelle, jeunes conducteurs, etc., le parc connecté, dans certains cas, commence tout juste à être, je dirais, une masse assez intéressante pour que les assureurs, justement, investissent plus, lancent des... Donc, ou alors, et ça c'est une très bonne chose, utilisent différentes sources de données, donc peuvent peut-être combiner... c'est pas facile, forcément d'un point de vue opérationnel, mais voilà, on a des assureurs notamment en Angleterre ou au Royaume-Uni où on a un marché de l'assurance conducteur connecté mature, notamment jeunes conducteurs. Et donc là, on a des assureurs qui vont... le jeune conducteur va vouloir assurer son véhicule. Au Royaume-Uni, la plupart des polices de jeunes conducteurs sont connectées, utilisent des données, c'est la norme. Et donc va, selon le véhicule, soit être orienté vers une connexion, par exemple directement chez Stellantis. Donc, entre guillemets, il n'y a rien à faire d'un point de vue conducteur, ça va se connecter, ça va envoyer les données. Soit on va leur envoyer... un OBD à mettre dans le port, soit on va leur demander de télécharger une appli, encore une fois, peut-être selon le risque, etc. Donc ça, c'est une manière de commencer à intégrer dans certaines industries où on n'a pas forcément cette masse critique de parcs connectés, commencer à, je dirais, jouer avec aussi les data connectés. Et donc, au fur et à mesure, on va voir voilà, des marchés qui se développent. Dans d'autres industries et d'autres cas d'usage, on est déjà sur des taux élevés de véhicules connectés et qui permettent du coup d'avoir des développements et de la masse importante. En fait, avec Guillaume, souvent on fait cette analogie avec le monde du téléphone, en fait, les smartphones. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers smartphones qu'on a eu début des années 2007-2008, et comment en fait ce monde de téléphonie a évolué d'une manière rapide avec l'intégration d'un certain nombre de briques technologiques pour aujourd'hui avoir ce produit qu'on utilise tous les jours pour payer des choses, etc. Et le parallèle donc avec l'automobile, et que en fait avec l'arrivée des différentes briques technologiques et tout ce qu'on a vu donc à travers cette table ronde, donc est-ce que ça permettrait de revivre en fait la même puissance de transformation que ce qu'on a connu sur ce monde de téléphonie? On se pose en fait la question sur l'horizon. Je ne sais pas si ce que vous pensez, la question est ouverte donc à vous tous les quatre. Qu'en pensez-vous de l'horizon d'une telle application? Alors ça dépend sur quel marché, parce que effectivement quand j'ai une flotte avec un constructeur qui est moderne, c'est
c'est pas facile, mais c'est plus facile. Quand vous avez une population d'assurés qui ont toutes les marques avec des niveaux de connectivité complètement différents, c'est compliqué. Et l'horizon, il va aussi jouer avec la réglementation. Aujourd'hui, il y a l'open banking. Donc l'Europe dit, je veux que chaque banquier, si son client est d'accord, partage ses informations avec les autres banquiers. Très bien. Et d'ailleurs, maintenant, les assureurs, alors que l'assurance, c'est pas de la banque, vous allez faire la même chose. Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est différent. Et en plus, comme l'assurance, c'est pas de la banque, il y a un risque de démutualisation. Tu parlais d'Angleterre. En Angleterre, je suis un jeune conducteur. Ça va me coûter plus cher que ma bagnole. Pourquoi ? Parce qu'ils vont payer le prix de leur risque. Alors qu'en France, on a la chance d'avoir la mutualisation. Et donc, un bon conducteur, un mère de famille ou quelqu'un de plus qui a fait 100 000 km, il va subventionner un jeune. Pourquoi ? Parce que ce jeune, plus tard, il sera plus âgé, il subventionnera. Et donc, soit on casse cette mutualisation, soit on y va. Mais ça, c'est le sujet Open Finance, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que pour développer les usages, il faut que les acteurs puissent s'en servir de cette data. Et donc, il y a à la fois le côté, ce qui est super, ce que fait Stellantis, de dire, toute ma flotte, tous mes modèles sur mes différentes marques, c'est génial, je suis capable de les fournir. Le problème, c'est que toute la chaîne aftermarket, pour prendre un anglicisme, donc les assureurs, les experts, les réparateurs, les assisteurs, les énergéticiens, parce que si je veux savoir est-ce que j'ai envie où est-ce que j'ai intérêt à poser des bornes, il faut qu'ils aient accès à cette donnée. Alors, effectivement, Carlos Tavares dit, je vais, et c'est dans les Échos en début d'année dernière, je vais gagner ma vie avec ça. Et il va voir Thierry Breton. Alors ça, ce que je vous dis, ça n'engage que moi, mais regardez, les constructeurs, ils vont être attaqués par l'électricité, par Elon Musk, par les Américains, ils vont être attaqués par les Chinois. Et donc, si on veut survivre, au-delà de nous adapter, bien évidemment, il faut qu'on gagne notre vie. Et donc, c'est très bien que Mobilisight cherche à monétiser cette valeur. Sauf que, de notre point de vue, c'est oui, mais cette donnée sous réserve que vous, en tant que consommateur et conducteur, vous donniez le consentement, il serait normal qu'on puisse y avoir accès. Et pas uniquement pour des sommes mirobolantes, parce que sinon, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'assurance Pay As You Drive, ou Pay As You Drive, ou How You Drive, comme vous voulez. Ça ne marche pas en France, ça ne se développe pas, parce que le modèle économique n'est pas là. Donc, là encore, c'est pareil. C'est normal que chaque acteur de la chaîne gagne sa vie et que ça a de la valeur ce que vous faites et que vous soyez rémunéré correctement, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est comment, à la fois d'un point de vue réglementaire, le Data Act, Thierry Breton jusqu'à présent bloqué, mais bon, il n'est plus là. Qu'est-ce que ça va donner ? On demandait une réglementation sectorielle pour que cet accès aux données soit ouvert à tous, avec bien sûr des règles, des logiques de sécurité. C'est pas de dire, tiens, je vais mettre les datas dans l'air et puis on verra bien ce qu'ils sont. Il y a des enjeux de sécurité, hein, on est d'accord. Donc tout ça pour dire que la réglementation, c'est important, non pas parce que l'Europe, quand l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente, ok. Là, l'enjeu, c'est comment on peut faire se servir de cette réglementation pour développer le système et qu'il soit bénéfique pour tous, aussi bien pour toute la filière industrielle que les flottes et les individus. Merci. C'était un peu pour ouvrir le sujet, comprendre en fait les défis de demain. Donc, il y a déjà ce défi réglementaire où, pour le moment, il y a des points de vue qui peuvent être en contradiction entre constructeurs ou utilisateurs de la donnée. Donc, Nicolas en a parlé. Mais il y a également des défis technologiques liés à la cybersécurité. Donc, est-ce que l'un de vous souhaite nous parler de ce sujet ? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup d'anglicisme sur ce sujet cybersécu, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on n'a pas parlé de la quantité de données, ce que ça représente finalement, et de la volumétrie et finalement de l'importance de ces informations. Et en fait, Claire l'a évoqué tout à l'heure, on peut avoir des informations qui peuvent être très basiques pour des cas d'application basiques comme le kilométrage du véhicule, qui déjà ouvrent des portes de valeur. Mais on peut également avoir des informations beaucoup plus importantes, donc sur la géolocalisation finalement. On rentre dans le cadre d'informations à caractère personnel. Et donc là, réglementation européenne. Donc là, le European Data Act aussi vient rajouter une couche effectivement sur la régulation de cette information.
C'est pour cela que c'est important d'avoir des acteurs sur le marché qui assurent non seulement l'intégrité, mais aussi la confidentialité de ces données-là. Et donc, vous allez avoir d'une part le fournisseur de l'information, donc on va avoir donc, le constructeur auto. On va avoir d'un autre côté l'entreprise qui peut fournir du service directement au propriétaire du véhicule, donc un assureur. Et entre les deux, on a Link by Car. Et donc finalement, en fait, qui peut fournir quoi et qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir? Parce que finalement, les RGPD est très clair dessus. La donnée, elle appartient aussi au propriétaire du véhicule et celui qui conduit le véhicule. Ce sont vos données. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Vous avez aussi envie d'être informé. Et nous, là-dessus, c'est justement une des raisons pour laquelle on s'est lancé, c'est parce qu'on sent qu'il y a un besoin d'un tiers de confiance justement sur cet écosystème, qui puisse garantir la confidentialité, mais aussi l'intégrité des données, sans être juge et partie. Et donc ça veut dire que d'un certain point de vue, on a aussi des responsabilités qui s'incombent à nous, en tant que fournisseurs ou processeurs de cette donnée, traiteurs de cette information. Et là-dessus, nous, on va vraiment rajouter des couches où justement, on a très peu de legacy, on a très peu d'ancienneté, on est une start-up, donc forcément, on va pouvoir utiliser des technologies qui sont beaucoup plus agiles sur la protection, qui vont aussi être sur le cloud, donc forcément, ouverture à certains types de menaces, mais en fait, on va être également beaucoup plus en capacité d'être agile et traiter les nouveaux types de problématiques d'accès à ces données personnelles ou alors des nouvelles menaces cyber qui s'exposent sur le conducteur. Et donc là, je pense qu'il est important aussi donc, de savoir qu'aujourd'hui, vous achetez un véhicule, vous vendez un véhicule, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion. Vous ne vendez pas que le véhicule, vous vendez le véhicule, les données qui vont avec et l'historique d'informations qui va avec. Et ça, c'est important, je pense, de vulgariser et que tout le monde le sache aujourd'hui. Et dans un contexte surtout de ralentissement des ventes auto, comme le disait Nicolas, le constructeur va avoir tendance à vendre de plus en plus de services. Et le développement aussi de véhicules serviciels va s'accroître. Ça veut dire qu'avec ça, vous allez également avoir de plus en plus d'acteurs qui vont vous proposer de pouvoir traiter vos données pour avoir de l'assurance connectée, pour pouvoir avoir de la maintenance connectée, prédictive, etc. Et donc c'est important, je pense, à mon niveau, que en fait, pas seulement les flottes ou les assureurs soient conscients de ça, mais qu'aussi les conducteurs finaux, ceux qui utilisent réellement le véhicule, en soient conscients et qui sachent que les entreprises existent. Et nous, chez Link by Car, en fait, c'est quelque chose qui est une pierre angulaire parce qu'en tant que start-up, forcément, on va avoir besoin de prouver que justement, pour travailler avec un grand assureur, une très vieille start-up comme le dit Nicolas, il va falloir montrer patte blanche. Et donc, c'est pour cela qu'on est en capacité justement de montrer que la donnée, on la prend au sérieux, on la traite et en fait, on applique tout ce qui est au niveau standard aujourd'hui européen pour protéger cette donnée. Tout à fait. Merci. Si je peux peut-être rebondir. On a déjà parlé de beaucoup de sujets, donc je ne vais pas tout refaire. Mais en termes de réglementation, en termes de protection de données, c'est évidemment absolument central à Mobilicite et tous les autres acteurs dans le marché. Ça, c'est très important. Et la réglementation en soi, le Data Act, de démocratiser l'accès à la donnée, d'harmoniser, c'est pas... Enfin, on parle de conflit, mais c'est pas forcément si noir et blanc. C'est très positif. C'est très positif qu'il y ait plus tu parlais de compréhension aussi, je pense, de la donnée. Qu'est-ce que génère mon véhicule? À quoi ça sert? Qui s'en sert? Tout ça, ce sont des questions qui sont très importantes et il faut être très clair. Je ne vais pas faire les détails de où se situe Mobilicite dans la chaîne, mais ce qui est très important, c'est sûr que pour une entité comme Mobilicite, la data privacy, c'est pas juste une histoire de conformité. Là, pour le coup, il faut vraiment adopter ce concept que vous connaissez peut-être de la GRPD, privacy by design. Tout est construit autour de la protection des données plutôt que l'inverse. Ça, c'est central et c'est absolument essentiel, dont pour pérenniser ces services et surtout pour apporter de la valeur. Pour moi, c'est vraiment ça. Des cas d'usage, on en a tous 15 000 en tête. On peut tous en inventer. Il faut qu'il y ait un marché. Il faut que pour que ça soit bon. Sinon, en R&D, c'est intéressant aussi. Mais c'est surtout, il faut de la valeur. Donc, si mon client qui est un assisteur ou un assureur, etc., ou
un réseau de garages ou je ne sais quoi veut utiliser ces données, il faut ensuite qu'il puisse apporter vraiment de la valeur au conducteur, à vous. Et c'est là pour moi les enjeux, et c'est là pour moi les cas d'usage qui vont vraiment être intéressants. Et avec ça, il faut comprendre la donnée. Alors vous n'avez pas besoin de devenir expert, mais c'est vrai qu'il faut savoir. Et je suis tout à fait d'accord par rapport ce que j'appellerais des middleware players dans l'écosystème qui ont un rôle très très important, parce que je le répète, par exemple chez Mobilicite, notre focus est en effet sur la donnée brute. Et la donnée brute, vous le conducteur, honnêtement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Vous aurez sans doute peut-être du mal à y accéder facilement. Et donc, c'est justement tous les autres acteurs, que ce soit middleware, que ce soit des acteurs qui proposent des services, etc., qui vont rendre cette donnée utile. Sinon, c'est énormément de terabits qui servent pas à grand-chose. Donc, c'est des points pour moi qui sont très importants. Et je pense que dans l'écosystème, évidemment, il va y avoir des stratégies, des approches différentes, mais il n'y a pas forcément c'est pas du noir et blanc, les constructeurs pensent X, les assureurs veulent Y. Au final, c'est plus de données et plus d'utilisation et une meilleure utilisation. Tu pourras t'exprimer. Par rapport à tout ce que vous avez dit tous les trois, il y a un enjeu d'acceptabilité, de communication, de pédagogie. Je vais vous prendre 2 exemples. Donc le e-call, depuis 2018, c'est un système européen. Par exemple, IMA, notre assisteur, qui est également aussi avec Stellantis, aide en cas de problème les personnes sur la route. Donc ça sauve des vies ou ça sauve des embêtements. Ça vous permet d'aller à bon port. Sauf que les gens, je ne sais même pas parmi vous qui sait dans sa voiture où est le e-call. Bravo. Bravo. Et donc il y a vraiment un enjeu de faire savoir. Sauf que effectivement, quand vous récupérez votre voiture, pour l'avoir fait moi-même, votre première envie, c'est de partir sur la route, c'est pas de savoir où est l'endroit. Donc, et un deuxième exemple, on revient sur la réglementation. Il y avait des papiers dans les journaux qui étaient... Alors, les assureurs, les méchants assureurs, ils vont avoir accès aux boîtes noires. Parce qu'il y avait l'EDR, donc l'Event Data Recorder, mais qui a vocation à aider la justice, les forces de police, de manière statistique, à mieux connaître l'accidentologie. Et nous, en tant qu'assureurs, on n'y a pas accès. Mais le journaliste avait fait un raccourci. De toute façon, vous, les assureurs, vous cherchez à avoir les informations de vos clients pour nous matraquer en termes de prix. Alors, nous, on a une mutuelle, on a une vocation, mais tout ça pour dire qu'il y a cette logique de pédagogie et de revenir, d'aller à l'encontre de certaines idées reçues. Parce que la finalité, effectivement, c'est bien sûr que chacun gagne sa vie, mais c'est que finalement, on apporte un service pour qu'on soit viable à l'avenir. Et merci beaucoup. Et c'est effectivement intéressant de voir aussi le point de vue de l'utilisateur final sur l'acceptabilité du partage de la donnée. On voit qu'en très peu de temps, finalement, là où l'utilisateur final ne faisait confiance qu'à l'OIM pour héberger ces données, ou en tout cas de manière assez forte par rapport aux autres acteurs de la chaîne, on voit qu'aujourd'hui, ça se répand de plus en plus. Parce que de toute façon, on fait déjà confiance à des acteurs de la tech pour les données de nos téléphones, donc pourquoi pas à des acteurs de la tech pour les données de nos voitures. Et aussi se dire que on voit des breaches qui peuvent arriver à n'importe quelle étape de la chaîne de valeur, que ça soit constructeur, que ça soit acteur aval, que ça soit acteur tech. Donc finalement, on n'est pas forcément mieux ou moins bien protégé avec l'un des acteurs ou avec l'autre. Alors juste, parce qu'à un moment donné, vous disiez que l'enjeu, c'est de savoir qui était responsable. Effectivement, notamment quand vous avez un véhicule à délégation de conduite, quand il y a un véhicule autonome, est-ce que c'était un humain qui conduisait? Est-ce que c'est la machine qui a dit à l'humain « reprends la main parce que ça devient dangereux, je n'arrive pas à gérer » Ok, il y aura peut-être des questions d'assureur derrière, mais peut-être... Mais rassurez-vous, même si demain vous sortez, vous êtes renversé par un véhicule automatisé, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, avec la loi Banataire en France, vous serez indemnisé. En revanche, il y aura effectivement des questions techniques, mais, et là encore, je reviens sur ce que vous disiez sur le développement. Peut-être qu'au début, ça va être la manne des avocats qui ont super. On va s'amuser à faire des conflits entre avocats, entre assureurs du particulier, entre assureurs du véhicule, entre assureurs du logiciel. Mais en fait, l'objectif, c'est l'une des chances aussi pourquoi le marché de l'assurance en France et pourquoi vous payez à un prix correct, c'est parce qu'il y a des conventions entre assureurs. On dit, OK, on ne va pas raisonner avec un cas, moi je te le paye, toi tu me payes, ou on va se battre à chaque fois. Non, il y a des casuistiques, il y a des cas types, donc y compris pour des véhicules connectés ou des véhicules automatisés. Notre objectif, c'est que demain, ça devienne monnaie courante, que tous les véhicules sur la route soient connectés.
au service de la société, du climat aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Si je pouvais, juste un dernier petit mot, parce que pour rappeler, autant je suis certainement fan de données, et nous tous ici, mais pour rappeler que la donnée des véhicules, c'est juste un facilitateur, c'est un enable. En soi, ça ne sert à rien jusqu'à ce que ça soit rendu utile par des acteurs de l'écosystème. Et donc j'espère parmi vous, peut-être des startups, des entrepreneurs ou des vieilles startups, mais qui innovent, parce que c'est justement grâce à vous que cette donnée peut être utile, peut être utilisée de manière éthique, réglementaire, mais aussi utile et qui apporte de la valeur. Donc c'est le point important. La donnée en soi, il y en a plein partout, mais voilà, j'espère qu'on peut continuer le développement, et notamment en France, pour innover avec cette data et la rendre utile. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur la donnée automobile et son utilisation. Peut-être maintenant on peut passer aux questions du public si vous en avez. On va faire passer le micro. Je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Je vais venir vous voir. Merci pour vos interventions. Une question, sachant que je travaille pour un industriel de la batterie, est-ce que vous pensez que la révolution des services et de la connectivité pourrait aider à améliorer la performance des batteries pour véhicules électriques, ce qu'on appelle le Battery Management System, donc c'est-à-dire physique plus logiciel? Merci. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé particulièrement des batteries, et vous êtes beaucoup plus expert en batterie que moi, mais par exemple Mobilicide travaille avec des acteurs dans le monde de la batterie. De manière générale, quand on pense batterie, je dis véhicule électrique, il y a aussi des batteries 12 volts autres, mais la connectivité pour moi est vraiment un élément central au développement des véhicules électriques. Donc c'est ça, on pense parfois de ce côté des véhicules électriques, et on a même parlé éventuellement de conflits avec le développement de la connectivité. Pour moi, pas du tout, ça va absolument de pair, dont pour les consommateurs qui ont des véhicules électriques, hybrides, où les données connectées auxquelles ils ont accès sont très importantes pour le coup, le management de charge de leur côté. Mais oui, en termes de batterie, nous on le voit sur le terrain, à travailler avec des acteurs et des startups et des entreprises plus développées dans le monde de la batterie, parce que la donnée, on n'en a pas parlé aussi, mais la donnée c'est très utile pour des questions de recherche et développement. On l'a mentionné rapidement, mais il y a aussi tout ce côté-là, et pour les constructeurs et pour du coup les acteurs de l'écosystème. Même chez les constructeurs, tout d'un coup, on a énormément de données, évidemment, qui peuvent pas tout être utilisées à toutes les fins, mais ça c'est une partie qui est importante. Et je finirai rapidement là-dessus. On n'a aussi pas beaucoup parlé des données anonymisées et agrégées, qui sont évidemment des cas d'usage très importants et intéressants, où il y a aussi, je veux dire, la problématique de la sécurité et de la protection des données est également importante dans ces cas-là, mais on est du coup plus sur des données personnelles, donc ça permet aussi d'autres cas d'usage et d'autres choses intéressantes. Et là, notamment dans tout ce qui est battery management, c'est un point qui est hyper important dans le développement des véhicules électriques. Les données générées évidemment des véhicules sont très importantes. Alors après, il faut pouvoir les utiliser à tous les niveaux. Voilà. Alors après, je ne sais pas exactement pour qui vous travaillez, mais et c'est là aussi peut-être on pense à la démocratisation des données, etc. Il y a aussi pour ces fins-là et des fins que ce soit pour le climat, etc. Mais c'est là que c'est important. Après, ravi d'en échanger en plus de détails. Vous voulez peut-être certains de
confrère va en parler. Je pense que j'aimerais rajouter quelque chose parce que c'est un sujet auquel on s'est attaqué il y a déjà quelques temps. Et en fait, effectivement, comme Claire le dit, il y a des informations très spécifiques. Vous avez dû voir sûrement passer des informations qui ont été publiées, comme sur la loi L'Homme, comme sur le passeport batterie, par exemple. Et tout d'un coup, beaucoup de gens se rendent compte qu'à vendre ou revendre ou acheter un véhicule électrique d'occasion, c'est pas si simple que ça. Parce que vous n'achetez pas juste le véhicule, vous achetez la batterie haute tension qui va avec. Et donc forcément, vous avez besoin de savoir l'état de santé de cette batterie, qu'on appelle le state of health de la batterie. Vous avez besoin de savoir quel a été aussi l'impact d'un utilisateur sur ses habitudes de recharge, à quel moment est-ce que finalement ils viennent vraiment dégrader la batterie et quel est le meilleur moment pour revendre cette batterie. Qu'est-ce que j'en fais dans le circuit de réemploi? Et donc nous, par exemple, on produit des choses, des cas concrets à partir des données qu'on récupère sur les véhicules et heureusement des données très précises et très fines, donc avec des fréquences très élevées. Là, on peut faire vraiment des choses avancées. On peut faire des choses où on va sortir, par exemple, le score donc, de state of health de la batterie. C'est ce qui va permettre de dire quelle est l'autonomie réelle de la batterie par rapport à une batterie neuve. Vous avez tous un smartphone. Vous voyez ce que c'est d'avoir un smartphone au bout de 2 ans. Vous n'avez plus la même autonomie. Et bien, ce sera la même chose avec votre batterie de véhicule. Et c'est pareil pour comprendre et anticiper. Si je veux prévenir une batterie qui est complètement fichue, comment j'identifie les facteurs, les habitudes du conducteur qui vont impacter cette batterie. Et ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui grâce à la batterie. Et c'est des cas d'application très concrets. Et un petit complément aussi sur le fait de dire qu'aujourd'hui, quand on a un problème avec la batterie, on a assez peu de recul. Donc finalement, on a tendance à changer la batterie en entier, ce qui coûte extrêmement cher à l'utilisateur, aux assureurs. Pour autant, lorsqu'on est capable d'avoir un diagnostic plus fin de cette batterie, on est aussi capable de voir à quel niveau et à quel module est-ce qu'il y a réellement un problème. Et donc, on peut se permettre de ne changer qu'une partie de cette batterie qui peut réduire jusqu'à 15% du prix total aujourd'hui, le montant à rembourser et la part de la batterie à changer. Donc, ça peut être extrêmement important là aussi. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Volvo. J'avais une question pour Claire, qui est un peu provocatrice, mais qui n'est pas du tout malveillante, c'est plus un objet de curiosité. Je me souviens que Carlos Tavares a dit en début d'année, je crois que Stellantis générerait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année à partir de 2030. Et je voulais savoir si vous vous sentiez confiante dans la possibilité d'atteindre un tel objectif qui, moi, me semble complètement dingue. Donc c'est bien d'avoir des paris dingues, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes en confiance dans l'atteinte possible de cet objectif? Merci beaucoup. Merci, j'ai l'impression d'être en réunion avec le CFO. Merci. Oui, on est on track with the forecast. Non, c'est une bonne question et c'est vrai qu'on peut... Je crois que la question intéressante, c'est est-ce qu'avec le constat aujourd'hui est en adéquation avec les ambitions, pas juste de Carlos Tavares, mais je pense de l'industrie et du marché global. C'est une bonne question. Alors évidemment, je ne vais pas répondre particulièrement sur le chiffre d'affaires de Stellantis pour être clair, mais je pense de manière générale, il y a encore beaucoup à faire. Hein. C'est vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'être au début. Pour moi, alors c'est une balance. On a sans doute déjà ce qu'on fait aujourd'hui avec la data, notamment chez Stellantis, chez Mobilisight. Je pense que beaucoup seraient surpris de l'ampleur déjà, de l'ampleur du business, par exemple, qu'on a chez Mobilisight aujourd'hui, etc. Parce qu'on peut s'imaginer qu'on est sur des trucs un peu futuristes, on est sur des cas d'usage, on pourra un jour faire XY, mais on a beaucoup dans la réalité, voilà, des choses qu'on fait aujourd'hui, que ce soit sur la batterie ou autre, etc. Donc oui, par contre, c'est clair que par rapport notamment au volume de véhicules, au volume de véhicules connectés et je dirais au potentiel, on a encore beaucoup à faire. Donc on a beaucoup de boulot chez Mobilisight et le reste de Stellantis pour y arriver. Je pense que là où c'est clair, c'est que l'accélération est très rapide. Ça, c'est sûr, et ça, c'est vrai. Donc, et puis ces chiffres ne sont pas non plus complètement inventés. Hein. On peut imaginer qu'on a... c'est vrai que c'est ambitieux, mais c'est tout à fait en ligne avec ce que nous on voit par rapport au marché. Ça va dépendre de plein de choses, ça aussi. Je pense, Charles, tu le sais. Évidemment, d'un point de vue, même le constructeur, même si le constructeur va essayer de créer son marché, Tesla sont très forts là-dessus. Voilà, après, il y a évidemment beaucoup de facteurs. L'accélération est très rapide. L'opportunité est énorme.
Mais time will tell, c'est vrai. Donc on se retrouvera dans quelques années pour voir où on en est par rapport au forecast. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment c'est un marché qui c'est exponentiel et avec énormément d'opportunités. Et les ambitions sont pas, enfin même ces forecasts ne sont pas là pour rien. C'est des vrais forecasts. Je suis sûre que Carlos Tavares va nous y tenir. Donc en tout cas, il y a beaucoup à faire et d'un point de vue monétisation, il y a beaucoup à faire. Mais il faut aussi beaucoup de bons acteurs dans l'écosystème parce que Stellantis ou Mobilisight en soi, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, bon, c'est entre guillemets juste la donnée. Pour que Stellantis et Mobilisight puissent atteindre les chiffres d'affaires dont on parle, il faut que tout l'écosystème le facilite et le rende possible. Donc il y a ça aussi. On compte sur vous encore une fois. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que un acteur soit en pointe. En plus, si c'est un acteur avec des bases Piciaquès, donc en banlieue ouest de Paris, très bien, même si c'est un acteur international, bien évidemment. L'enjeu, c'est pas qu'un acteur y arrive, c'est que demain, tous les constructeurs soient capables de fournir cette donnée, que cette donnée, notamment par rapport à tes travaux, elle soit standardisée, qu'à chaque fois, je ne me sois pas en train de réinventer il faut que je la prenne à gauche, non, il faut que je la prenne à droite, pour que des acteurs transverses puissent, comme tu le dis, créer de la valeur à partir de ces informations. Et donc, c'est comment, tous ensemble, on arrive à favoriser cette émergence et cette utilisation pratique. Et donc, c'est bien, c'est un exemple inspirant. Merci. Peut-être une dernière question rapidement. Bonjour. J'ai noté quelques mots-clés à l'instant. En plus, il y en a eu beaucoup. Volume, accélération, exponentielle, opportunité. Moi, je me pose la question de quid de l'empreinte carbone. Ce matin, j'étais à une conférence sur l'IA. Donc, vraiment, le sujet, c'était le stockage des données et ce que ça représente en termes d'impact carbone. Je n'ai pas entendu qu'on ait parlé un peu d'écologie. Et je me projette en tant qu'utilisateur avec déjà la transparence sur tout ce qui sera connecté. Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Et du coup, est-ce qu'on va stocker des données ? Et puis, on s'est déjà dit qu'on les supprimerait à un moment donné ou pas ? Ou comment vous allez gérer ça ? Ça ne va pas trop dans le sens de l'histoire qu'on est censé écrire pour notre planète, quoi. Voilà. Alors, je vais apporter une réponse complémentaire classique de ce que vous allez dire. Aujourd'hui, quand j'ai envie d'aller de banlieue ouest, par exemple parisienne, à côté de Francfort-am-Main en Allemagne. Si je prends Citymapper, bonne chance puisque je vais sortir de la région parisienne, il va me dire non, tu n'es pas là-dedans. Si je prends Move It, il y a une application qui dit ok, très bien, tu peux le faire, par contre tu vas prendre le train ou autre. Dont je rêve, c'est une application qui va me dire tu peux y aller. D'un côté, ça va être, c'est pas d'une seule traite, il va falloir peut-être prendre un peu de voiture, mais ça sera une voiture classique, et un autopartage, un covoiturage, parce que c'est aussi pour ça qu'on accompagne toutes les formes de mobilité. C'est à un moment donné prendre des transports en commun. Pourquoi pas une navette autonome partagée au bout du chemin. Donc il y a vraiment cet enjeu de frugalité de la data, et de ne pas les jeter par la fenêtre et sur la planète. En revanche, c'est comment aussi collectivement on arrive à faire pour les usagers un parcours qui va être optimal, qui sera peut-être encore plus CO2 ou pas, et comment on équilibre à la fois la mobilité inclusive pour que tout le monde puisse se déplacer et la mobilité durable. Et aussi pour compléter là-dessus, d'autres cas d'usage qui permettent de réduire les émissions. On a déjà des choses assez matures autour de la gamification, donc comment est-ce qu'on va transformer la conduite en un jeu de sorte à induire des bons comportements auprès du conducteur, de manière à ce qu'il n'accélère pas comme un bourrin là où il n'a pas à le faire et là où il génère beaucoup d'émissions, mais qu'au contraire, il ait des comportements responsables d'un point de vue émissions. Et aussi, par rapport à l'utilisateur B2C, mais aussi aux flottes, comment est-ce qu'on va optimiser les tournées dans la journée, quand on doit faire des livraisons. On sait qu'aujourd'hui, avec le télétravail, etc., et le digital, on a énormément de livraisons à domicile. Comment est-ce qu'on fait optimiser les tournées de manière à minimiser les émissions de CO2 pour un résultat équivalent ? Donc là aussi, beaucoup de use cases qui permettent de réduire ces émissions. Et donc là encore, il y a vraiment cet enjeu et il y a des professionnels qui travaillent là-dessus. Je vais prendre un autre exemple. Dans le cadre de la Massif, on travaille avec la communauté d'intérêt véhicule Moving On, avec d'autres acteurs comme Microsoft, Orange, des constructeurs de navettes, pour mettre une navette partagée en milieu rural. Et dit, oulala, la navette, ça met des gigas, des terras d'octets de data. Et en plus, il va falloir de la 5G, il va falloir plein de choses. Et en fait, on travaille également avec Vinci dans le consortium.
Et parce que la navette automatisée, elle est un peu comme sur un rail, il faut qu'elle repère la donnée, où elle en est dans son environnement. Alors quand on est à Bercy, en général, le bâtiment Bercy ne bouge pas, du jour, que ce soit de jour ou la nuit, la navette se calibre. À la campagne, bizarrement, il y a des arbres. Et donc, en été, c'est sympa, il y a plein d'arbres, de feuilles. En hiver, il n'y en a pas. Et la navette, ou en cas de tempête, ne se repère pas. Donc on peut dire, oulala, il faut vraiment d'avoir un calibrage, les satellites dans tous les coins, de la data, pour vraiment qu'elle se repère. Et en fait, avec Vinci, on a simplement installé un panneau de signalisation tous les 50 mètres, sachant que la navette, elle voit à 400 mètres, pour qu'elle puisse se repérer. Donc effectivement, il y a comment dans chacun de nos projets, on se dit, OK, je vais peut-être avoir besoin de la data, mais ce n'est pas juste la data, je vais me faire plaisir, c'est comment je m'en sers à bon escient, et comment potentiellement je trouve des astuces pour m'en servir autrement. Oui. Et je laisserai le mot de la conclusion à Claire, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir de la donnée, en réalité, c'est une très très belle opportunité, comme elle le disait. En fait, il faut le voir réellement comme le moyen d'aller atteindre des objectifs de développement durable, écologique. Parce que ce qu'il faut se dire réellement, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des véhicules dans des grandes mégalopoles comme Paris, elles sont à l'arrêt, en fait. On n'a pas besoin d'autant de véhicules, on a besoin de les employer d'une meilleure manière. Et pour ça, on a besoin de données. Et on n'est pas si loin d'un futur où en fait on aurait des véhicules serviciels partagés. Et je pense que ce n'est pas juste un rêve, en fait c'est une réalité à laquelle il va falloir se faire. C'est qu'on ne peut pas continuer d'augmenter les densités de population dans des villes et d'augmenter la densité de véhicules également. C'est impossible. La chose qu'on peut faire, c'est réfléchir au moyen optimal d'exploiter un véhicule 100% du temps. Et sans données, on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, effectivement, on fait le parallèle avec des IA comme OpenAI, des boîtes énormes qui font des entraînements sur des milliards de paramètres pour sortir des IA génératrices. Là, on est en train d'exploiter une donnée sur des véhicules, et ce ne sont pas les gens qui génèrent plus de data, c'est les véhicules qui peuvent être utilisés par 10, 20, 30 personnes en fait sur le mois. Et donc là, il y a des acteurs, il y a des initiatives comme Free2Move qui existent aujourd'hui, et en fait, avoir accès à cette donnée, c'est pouvoir derrière optimiser les véhicules et donc forcément réduire l'empreinte écologique par véhicule. Et c'est à ça que nous, on pense réellement que la donnée, on sait que ça peut être une opportunité pour l'avenir. Tout à fait d'accord. Et c'est vrai que là, il y a un point qui a été relevé par rapport à la donnée et l'impact écologique du stockage de données, notamment. Ça, c'est un vrai sujet. On ne va pas pouvoir malheureusement l'aborder, je pense, en détail maintenant. Mais c'est un sujet, par exemple, chez Stellantis, chez Mobilisight et tous les autres acteurs qui est très important. Parce que c'est vrai que les véhicules génèrent beaucoup de data et qu'on peut en faire plein de bonnes choses, dont pour l'environnement. Mais en soi, la data, il faut aussi bien la gérer. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Encore une fois, je vois je pense qu'on me demande d'arrêter de parler, mais c'est un sujet important et pour nous et pour d'autres qu'il va falloir continuer et il va falloir accélérer dans une meilleure gestion de ces données-là pour limiter l'impact et être sûr de bien optimiser la data. Absolument. Merci à tous pour ces réponses et puis pour cette table ronde très enrichissante.